Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie une nouvelle fois, un nouveau dimanche, de vous retrouver pour un nouveau thème. Alors aujourd'hui, on va parler des 7 règles mode, des 7 règles style à ne pas suivre ou en fait plutôt à ne plus suivre en 2024. Vous allez voir à travers mes différents exemples que la plupart des règles style, des règles mode, des règles même qui viennent du conseil en image sont dépassées et parfois peuvent ternir notre image. Mais avant d'aller plus loin, je vais ouvrir une toute petite parenthèse. Ce soir, je serai en live avec vous pour une nouvelle masterclass, pour une nouvelle conférence en ligne au sujet du conseil en image. On va voir comment vivre du conseil en image en 2024 pour faire rayonner les femmes et aussi être libre tout simplement. Avoir une carrière qui vous anime dans un secteur qui vous anime. Alors si cette conférence en ligne vous intéresse, la bonne nouvelle c'est que c'est complètement gratuit. La seule chose en fait que je vais vous demander pour pouvoir me rejoindre, c'est de vous inscrire. C'est la seule manière d'obtenir tout simplement le lien direct vers la salle de conférence. La conférence est en ligne, elle a lieu à 18 h ce soir, précisément ce soir à 18 h heure de Paris. Et si vous avez envie de me rejoindre ou si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui a envie de se reconvertir, qui est attiré par le style, qui a envie d'exercer dans le monde de la mode et dans le monde du style, peut-être même une personne qui est déjà dans le monde de l'image, qui est coiffeuse ou qui a un magasin, mais qui a envie de se professionnaliser, alors passez-lui le message, elle va adorer cette conférence. Vous pouvez peut-être croire que j'ai fait des années et des années d'études et que j'ai payé des 1000 et des 100, des diplômes à tout va pour en être là où j'en suis aujourd'hui, mais c'est faux, c'est tout à fait faux. Et je vais vous expliquer comment vous pouvez aussi tirer votre épingle du jeu sans diplôme, sans capital de départ et surtout sans se prendre la tête avec l'administratif pour conseiller les femmes et les mettre sur la voie de leur plus belle image grâce à ma méthode. Alors on commence tout de suite avec la première règle qui est pour moi totalement dépassé. Il faut suivre sa colorimétrie. Si vous êtes là depuis longtemps et que vous me suivez depuis des années et des années, ça fait 10 ans maintenant que j'exerce au sein même de Bien Habillée pour vous accompagner. J'ai accompagné des dizaines de milliers de femmes aujourd'hui à travers mes guides, à travers mes programmes, mais aussi à travers mes relookings. Vous le savez, je ne suis pas une grande fan de la colorimétrie. Si vous débarquez et que vous ne savez pas du tout ce que c'est que la colorimétrie, je vais vous expliquer en 2 mots. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une vidéo entière qui a fait plus de 20 000 vues aujourd'hui sur la colorimétrie. Donc si vous avez envie de creuser un petit peu le sujet et de voir ce que les femmes en pensent réellement en commentaire, allez voir cette vidéo pour vraiment pouvoir vous y intéresser de plus près. Mais en gros, la colorimétrie, elle vise à conseiller une palette spécifique de couleurs selon la carnation et aussi selon la couleur des cheveux de la cliente. Alors je vais en parler un petit peu plus ce soir de la colorimétrie, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un concept qui a été inventé il y a vraiment des dizaines et des dizaines d'années à Hollywood par une styliste qui s'appelait Susan Cahill, et son but à elle, c'était vraiment de prendre les meilleures étoffes pour les mettre sur telle ou telle actrice. Aujourd'hui, on n'est plus dans un monde de matière, on n'est plus dans un monde où on va chez une styliste ou chez une couturière pour nous faire des tenues de soirée sur mesure. On est dans un monde où les femmes sont actives et elles ont besoin de trouver en fait des solutions à leurs problèmes de garde-robe sans avoir à se prendre la tête. Et je pense que c'est vraiment la première chose que je regrette par rapport à la colorimétrie, c'est que c'est hyper compliqué. Forcément, c'est compliqué puisque la vision qu'on a des couleurs et la vision qu'on peut avoir d'une femme et donc d'un être humain est complètement subjective, et donc du coup, on utilise la méthode du draping dans le conseil en image. On passe des tissus de couleurs différentes pour voir ce qui va mieux avec votre teint. Personnellement, toutes les vidéos que j'ai pu voir sur le draping et quand même on me l'a fait à moi personnellement, je n'ai pas vu de grande différence. Honnêtement, je n'ai pas vu de grande différence. Tout ce que j'ai vu, c'est peut-être la conseillère en image qui va dire « ça te va vraiment bien » et du coup qui essaye de persuader quelque part sa cliente qu'il y a quelque chose qui se passe avec telle ou telle couleur. Pour moi, la première chose, c'est que quand on met une femme dans une case comme ça, on l'éloigne du premier problème pour lequel elle vient voir une conseillère en image, c'est-à-dire j'ai des problèmes aujourd'hui pour m'habiller, j'ai des problèmes aujourd'hui pour trouver des choses qui vont bien ensemble, qui correspondent à ma personnalité, j'ai des problèmes pour associer les vêtements que j'ai les uns avec les autres. La plupart des clientes, elles n'ont pas envie de tout redémarrer de zéro, elles n'ont pas envie de refaire toute une garde-robe, elles ont envie de composer avec ce qu'elles ont. Or, quand on vous dit, toi, Nathalie, tu peux porter du vert, du bleu, du rose, mais celui-ci,
ici et du saumon et un petit peu de beige. Le problème avec ça, c'est que Nathalie va se rendre compte qu'en fin de compte, ces couleurs, elle en a pas et que tout ce qui sort de ça, elle doit s'en séparer. Le problème aussi de la colorimétrie, c'est que en fait, on est tellement absorbé par la couleur qu'on en oublie toutes les autres caractéristiques qui font qu'un style marche, c'est-à-dire le tombé, c'est-à-dire la matière, c'est-à-dire la coupe selon la morphologie que vous avez, c'est-à-dire l'accessoirisation. Je pourrais aller encore beaucoup plus loin comme ça, mais la couleur, en fin de compte, ce n'est qu'une seule chose, ce n'est qu'une métrique. Pour moi, vous devez porter des couleurs que vous aimez. Vous devez recréer un lien entre vous et votre créativité et vous devez rester intuitive. Comme quand on était petite et qu'on avait envie de peindre, de colorier ou de jouer avec la pâte à modeler, vous devez vous laisser attirer par les couleurs qui résonnent en vous. Et ça, la colorimétrie, malheureusement, elle peut vraiment vous éloigner de votre intuition. Moi, mon but sur cette chaîne, et je pense que si vous me suivez, c'est aussi ce que vous aimez, c'est que du coup, j'essaye de défaire les règles et j'essaye de vous dire, ok, regardez ce que vous avez, essayez de composer, exercez-vous, faites du shopping dans votre garde-robe, allez chercher au-delà de tout ce qu'on vous impose pour trouver votre style signature. Parce que votre style signature, c'est celui qui vous correspond à vous et personne ne peut vous imposer de ne pas porter de jaune citron si vous en avez envie. Alors le débat autour de la colorimétrie, franchement, c'est un sujet qui me passionne. J'en parlerai de manière complètement passionnée ce soir à 18 h heure de Paris lors de ma conférence en ligne. Vous pouvez vous inscrire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en suivant tout simplement le lien que je mets en description. La deuxième règle mode, règle style que je vous conseille de ne pas suivre, c'est il faut ranger votre garde-robe par saison. Alors, je vais mettre ici une petite parenthèse parce qu'il est vrai que dans certains cas, il est important de sortir des pièces qui n'appartiennent pas à la saison et que vous ne pourrez absolument pas porter. Je pense évidemment à des pièces comme les gros manteaux en été ou à des pièces comme le bikini en hiver. Mais la plupart du temps, on a tendance à beaucoup trop catégoriser notre garde-robe et je pense que c'est mental. Dans notre tête, on se dit par exemple, le jean blanc, c'est printemps-été. Et je ne le mettrai pas en automne et je ne le mettrai pas en hiver. Or, un jean blanc peut être porté en hiver. Un pull en cachemire peut être porté en été. Arrêtez de trop catégoriser et de vous dire ça appartient à telle saison parce que vous vous privez d'une partie de votre garde-robe. On peut porter du blanc en hiver. Ça, c'est aussi une règle que la plupart des femmes ont du mal à s'approprier, mais oui, on peut porter du clair en hiver. Je vous montre une petite tenue qui peut être plutôt une tenue de mi-saison, mais qui est plutôt quand même assez hivernale parce qu'elle peut être assez chaude, surtout si on ajoute un manteau qui est conçu du coup à partir du jean blanc. Donc le jean blanc, ici c'est un jean qu'on pourrait catégoriser de plutôt printanier et de plutôt même assez estival. Néanmoins, si on vient le porter avec les bons vêtements et les bons accessoires, comme vous pouvez le voir, la magie opère. Alors, je vais vous donner mes 2-3 petites astuces qui font qu'aujourd'hui je peux porter mon jean blanc en hiver. La première chose, c'est que je ne vais pas forcément aimer porter mon jean blanc avec des couleurs qui vont trop contraster. Je trouve que le noir et blanc, ça peut être beau dans d'autres matières, mais comme le jean ici est assez épais, il est mat, il est en coton, j'ai envie d'adoucir. J'ai envie d'adoucir, mais j'ai aussi envie de réchauffer. Je ne mettrai pas non plus une tenue absolument blanche de la tête aux pieds parce que ce serait trop, un petit peu trop impactant, un petit peu trop premier degré pour mon style. Du coup, je viens plutôt mêler le blanc avec du beige. J'adore le blanc avec le beige. C'est aussi le blanc et le beige, une association de couleurs qui est un petit peu... on se dit qu'on peut pas le faire, que le blanc et le beige ça va pas ensemble, etc. Alors que c'est hyper chic. Regardez les bottines beige avec la petite blouse beige, ça va super bien. On a besoin aussi bien sûr de venir réchauffer. J'ai toujours aimé le blanc avec le bleu marine. Merci à Inès de la Frésange. Une fois j'étais tombée sur une photo Pinterest de Inès qui était en train de porter son jean blanc et son blazer bleu marine et depuis c'est vraiment un réflexe pour moi en automne, en hiver, etc. de mélanger mon jean avec du bleu marine. La deuxième petite astuce que j'ai à vous donner ici, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout de la tenue, de vraiment rentrer dans les détails de la tenue. Si je m'arrête là, c'est trop lisse. Ça n'a pas assez d'impact. Alors que si j'ajoute une petite ceinture bleu marine, ici ça va faire le rappel avec la veste et ça va venir quelque part finir la tenue, comme fermer la tenue et aussi apporter le maximum de détails. J'ajoute aussi des petites boucles d'oreilles qui sont celles que je porte aujourd'hui de chez Agapé Studio. C'est ma paire de créoles préférée. C'est vrai que vous l'avez vu de nombreuses fois ici, mais j'adore porter cette paire de boucles d'oreilles et je trouve qu'elle va avec énormément de tenues. Les ongles aussi rouges, c'est du détail, je sais, mais
mais ça finit le look. Et quand on a un jean blanc et qu'on est sur quelque chose d'assez impactant, finir la tenue avec plein de détails, ça va vraiment vous aider. Au lieu de partir sur quelque chose de trop strict et de trop minimaliste, je vais aller vers un sac qui est un petit peu plus typé parce que j'ai aussi envie, et ça appartient à mon style signature à moi bien évidemment, d'avoir un petit peu ce côté jovial, ce côté imprimé. Donc ici, le sac léopard en fausse fourrure. Franchement, c'est un sac que j'ai dû acheter une dizaine d'euros chez Primark quand j'étais à Londres il y a plus de 10 ans, mais je l'aime toujours autant. Je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose à n'importe quelle tenue qui va être en fin de compte trop minimaliste. Troisième règle que vous pouvez complètement oublier de nos jours, c'est la règle il faut porter des vêtements de la même longueur. Ça concerne surtout les vestes quand on porte des jupes ou quand on porte des robes. Ça concerne aussi bien sûr les manteaux. Vous êtes nombreuses à me demander quel manteau porter avec une jupe longue, quel manteau porter avec une robe courte, etc. Mon conseil, il est très simple. Pour moi, le par-dessus, c'est un par-dessus. Donc du coup, il doit venir cacher ce que vous portez en dessous. Si par exemple vous avez une jupe longue, je vous conseille d'avoir un manteau qui arrive soit à la même longueur du coup, soit un petit peu en dessous de la jupe. Si vous avez une jupe midi, du coup un manteau un petit peu plus long ou un manteau qui vient juste cacher ce que vous portez en dessous. Cette règle-là, c'est une règle qui pour moi peut faciliter vraiment, puisque de toute façon, on ne va pas accumuler l'achat de manteaux dans nos garde-robes. Le but, c'est même d'avoir quelques manteaux, voire un seul manteau, mais un manteau de très bonne facture qui est minimaliste et qui va pouvoir nous suivre pendant plusieurs saisons. On est d'accord avec ça. Du coup, ce que je vous conseille personnellement, c'est de suivre cette règle-là. Cette règle-là, pour moi, c'est la plus facile à suivre. Néanmoins, et je tiens ici à mettre un petit peu une parenthèse une nouvelle fois, j'ai vu des femmes, et notamment cette femme que je suis sur Instagram et que j'aime beaucoup, porter des manteaux plus courts avec des jupes longues, porter des manteaux qui vont s'arrêter aux genoux alors qu'elle portait peut-être une robe qui s'arrêtait à la cheville. Et parce que le mélange de textures, parce que le mélange de couleurs, parce que le tombé des deux vêtements vont trouver en fait une conversation à un moment, ça marche. Ce que je dis assez souvent et je vous l'expliquerai tout au long de cette vidéo et aussi lors de ma conférence de ce soir, c'est que le style, c'est de la science, il y a des règles, il y a des choses à suivre, mais c'est aussi de l'art. Mais il y a un moment, l'art, ça nous fout une claque, ça nous arrête et il y a quelque chose qui se passe qui fait que ça marche. Par exemple, c'est pas le bon manteau pour cette robe, c'est pas la bonne combinaison de couleurs, c'est pas le bon top pour cette morphologie. Oui, d'accord, mais parfois, ça marche. Et ce qu'il y a de magique là-dedans, c'est que notre intuition peut nous amener à découvrir des choses sur nous, sur les couleurs qu'on aime, sur les formes qu'on aime, sur comment on a envie d'associer les vêtements et comment on a envie de s'approprier nos propres formules style quelque part. Et du coup, ça, on peut que le faire en cultivant quelque part notre amour du style, en s'appropriant notre garde-robe, en faisant du shopping de garde-robe, en allant essayer des choses improbables qui, en fin de compte, à la base, ne marchent pas, mais qui, comme un déclic, vont bien s'emboîter ensemble et vont aller à la perfection. La quatrième règle style à défaire, c'est il faut absolument assortir ses chaussures à son sac à main. Assortir ses chaussures à son sac à main, j'ai envie de vous dire, c'est une option. Mais franchement, je trouve que ça va donner quelque chose d'assez lisse, de pas hyper moderne et que ça va pouvoir venir quelque part un petit peu vieillir votre allure. Alors j'avais envie de vous imager une tenue à moi que je suis venue vraiment construire avec des basiques et de vous montrer si j'associe mon sac à main à mes chaussures, quel effet ça a et si je viens contraster, quel effet ça a. C'est un débat, il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez continuer à associer vos chaussures à votre sac à main. Essayez si possible de faire plutôt des camailleux plutôt que des associations de couleurs directes. Néanmoins, une nouvelle fois, ça pourrait aussi marcher. Regardez ici la tenue que je vous ai préparée. Je porte du coup un sac qui va avec les chaussures, exactement de la même couleur ou peut-être à une petite tonalité près, mais on voit que c'est fait exprès et je trouve que du coup, le rendu, bien qu'il soit totalement ok, peut avoir l'air un petit peu trop pensé et aussi un petit peu trop lisse et quelque part un petit peu trop classique. Je vous montre ce que ça donne ici avec une autre paire de chaussures qui est marron et avec un effet comme ça un petit peu crocodile. Je trouve qu'en fait, le fait de changer de couleur et aussi de changer de texture, ça donne quelque part un rendu plus harmonieux. J'ai l'impression qu'on lit aussi mieux tous les détails de la tenue et qu'on arrive à mieux percevoir quelque part la beauté du sac, alors que quand
on a les bottines avec le sac, j'ai l'impression quelque part qu'on ne voit que le rappel et on ne porte pas vraiment attention aux détails du sac. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez quand les chaussures et le sac sont de la même couleur ou est-ce que comme moi, vous préférez quelque part le contraste? Alors j'avais quand même envie de vous montrer si je change de sac à main ce que ça donne. Ici, j'ai renfilé mes petites Santiago beige et je suis venue changer de sac. J'ai opté pour un sac qui va vivre un petit peu en dehors de la tenue. Comme je l'explique, je trouve que le sac, c'est une bonne occasion d'apporter une vraie touche personnelle avec votre tenue parce qu'il peut ne pas appartenir quelque part à l'histoire que vous racontez à travers votre tenue. Si vous aimez les contrastes, c'est une bonne idée d'avoir des sacs qui ont des couleurs contrastantes, des couleurs qui sortent un petit peu de ce que vous portez normalement. Donc ici, dans mon exemple, je suis venue porter un sac rose. Donc on est d'accord, ce n'est pas du tout en lien avec l'histoire des basiques que j'ai essayé de composer au niveau de ma tenue, mais je trouve que c'est ce qui apporte du style. C'est ce qui apporte quelque part un petit clin d'œil, qui apporte un petit peu ce petit je ne sais quoi qui est irrésistible pour moi, je trouve, et qui vraiment appartient à mon style signature. On pourrait s'amuser des deux et choisir en fait selon son émotion du jour, selon son humeur du jour, si on a envie de quelque chose de plus classique ou si on a envie de contraster. Bien sûr, on peut aussi le faire par rapport à l'occasion. Donc moi, je vous donne des idées, c'est mon rôle et ensuite, vous allez voir ce qui marche pour vous et à quel moment. Cinquième règle à arrêter de suivre, et là je pense qu'on sera toutes absolument d'accord, il faut porter des chaussures à talons pour être élégante. Une bonne chose qui est arrivée dernièrement dans la mode et dans les tendances, c'est que on a vraiment, depuis le confinement, le confort qui est mis à l'honneur dans nos tenues. Je me rappelle à une époque, quand j'étais beaucoup plus jeune, on ne pouvait pas ne pas porter de talons. Si on allait à un rendez-vous, si on allait travailler, il y avait vraiment une espèce de consensus autour du talon et aussi il était vraiment à la mode de porter des escarpins. Bien sûr, on peut toujours s'amuser avec nos talons, c'est pas pour ça que vous devez mettre à la poubelle tous vos escarpins. Gardez-en quand même pour les occasions spéciales, ça apporte toujours ce petit lift d'élégance, mais ça n'est pas obligatoire. Mes 3 exemples de chaussures plates qui pour moi apportent énormément de féminité et d'élégance en restant complètement plat, ça va être les mocassins, les derbies et aussi, j'aime beaucoup personnellement les ballerines. On a vu depuis quelques saisons le retour en force de la ballerine. Je vais vous en parler dans ma vidéo de la semaine prochaine sur les tendances pour le printemps-été 2024. J'ai vraiment hâte de vous parler de tout ça. Mais c'est vrai que la ballerine, elle a tout pour elle parce qu'elle est confortable, elle est féminine. On peut jouer sur beaucoup de styles différents parce qu'il en existe vraiment une multitude de modèles. Donc profitez-en pour vraiment peut-être remettre la ballerine au cœur de votre garde-robe. Je vous mettrai quelques liens de modèles que j'affectionne personnellement juste dans la description. 6e règle à arrêter de suivre, il ne faut pas mélanger les motifs ensemble. Donc ne pas mélanger les imprimés ensemble. Alors j'ai beaucoup d'idées qui me viennent de motifs qui, selon moi, marchent très bien ensemble. Mais la chose la plus importante à retenir, c'est que justement le mélange de motifs, justement le mélange de textures, justement aller chercher cette pensée divergente de la mode et des règles qu'on a envie de nous imposer, c'est ce qui va nous donner du style. C'est ce qui va en fait faire qu'on va trouver nos formules style personnelles qui font sens pour nous. Surtout une nouvelle fois, et je vais vous le redire, ne vous mettez pas dans des cases. Ne vous dites pas « Oh, les imprimer ensemble, ça va pas du tout ». Il faut bien sûr trouver une harmonie. Vous avez besoin de trouver quelque chose qui fait que les deux imprimés peuvent être portés ensemble. Parfois, ça va être des couleurs, parfois, ça va être des motifs, et parfois, j'ai envie de dire, ça va être complètement votre intuition, et ça va être elle qui va vous guider. Moi, je trouve que les deux imprimés que je vous présente ici sur cette tenue vont extrêmement bien ensemble. Pourtant, on est sur deux choses complètement différentes, sur du motif carreau, qui est assez classique, et sur un motif beaucoup plus libre, avec des couleurs qui vont vraiment changer du marron, mais quelque part, on reste dans une famille de couleurs qui se ressemblent et je trouve que les deux vont bien ensemble. Alors, peut-être que vous serez d'accord avec moi, peut-être que vous ne le serez pas. J'ai envie de dire, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que vous puissiez un petit peu sortir de ces règles qu'on vous impose et que vous puissiez
vous mettre à la quête des motifs qui pourraient bien aller ensemble dans votre garde-robe. Moi, j'aurais jamais pensé à mettre ces deux vêtements-là ensemble que je vous ai proposés et j'ai eu un déclic et je me suis dit, en fait, ça va super bien ensemble. Il n'y a aucune raison de ne pas les porter ensemble. Justement, ça affirme ma personnalité, ça affirme mon style, ça me fait porter mes vêtements d'une autre manière que ce que j'ai l'habitude de porter et donc du coup, ça m'apporte de la joie. Donc ne vous bridez pas. Allez chercher les influenceurs, les influenceuses, les personnes qui vous conseillent et qui peuvent vous mener au-delà de toutes les règles et de toutes les lois et de toutes les cases dont on a envie de vous mettre, que vous et vous seul choisissez si oui ou non vous adhérez à la colorimétrie, si oui ou non vous adhérez au mélange des textures, au mélange des imprimés, etc. Septième règle style à oublier, il ne faut pas que l'ourlet de votre pantalon recouvre votre chaussure. Alors ça, je pense que c'est une règle. C'est quelque chose qu'on a hérité de nos grands-mères et du style un petit peu plus classique où en fait il fallait absolument qu'on puisse apercevoir la chaussure. Je vais vous dire une chose, pour moi cette règle elle est encore valable. Elle est encore valable pour la plupart des pantalons droits parce que ce sera toujours plus joli de voir un petit peu la délimitation de la chaussure et quelque part la finition de la tenue quand on peut apercevoir le pied et quand on peut apercevoir la chaussure. En plus, la chaussure c'est un accessoire style, c'est quelque chose qui va apporter du détail à votre tenue. Donc oui, pourquoi pas. Donc mon conseil ici, c'est de couper à peu près la chaussure en deux à partir de la cheville et de vous dire que votre pantalon, si on veut apercevoir de la chaussure, on peut l'arrêter soit à la moitié du talon, soit si c'est une basket, du coup à la moitié de la basket. Néanmoins, et c'est là où je vais encore apporter ma pensée un petit peu divergente, je pense qu'il est tout à fait possible maintenant d'avoir un ourlet beaucoup plus bas. Notamment avec tous les pantalons qu'on voit en ce moment qui sont plus oversize, qui sont plus baggy, les pantalons qui ont un tombé plus large. Je trouve que c'est une bonne manière de venir allonger vos jambes et de jouer sur un effet d'optique que de recouvrir presque toute la chaussure. Alors ce que vous faites ici, c'est que vous allez devoir faire un ourlet au ras du sol. Attention parce que si vous faites un ourlet au ras du sol, mesurez bien que ça touche pas non plus complètement le sol parce que ça va vous demander plus d'entretien de votre vêtement et aussi ça peut provoquer des chutes. Je vais pas vous le cacher, c'est vrai que la plupart du temps, quand vous avez un ourlet qui est très bas, ça doit être porté avec une certaine catégorie de chaussures. Sinon, si vous commencez à changer de chaussures, votre ourlet va traîner par terre, vous allez abîmer votre vêtement et vous pouvez vous prendre les pieds dans le vêtement et tomber. Si vous avez aimé cette vidéo, c'est vrai qu'elle était un petit peu agitée, hein, je suis assez passionnée par tous ces sujets, comme vous pouvez le voir, venez ce soir à 18 h heure de Paris, je donne une conférence comme je vous le disais. Si vous êtes curieuse, si vous êtes déjà conseillère en image, si vous êtes déjà dans un métier de l'image, que ce soit coiffeur, esthéticienne, que vous ayez un magasin, que vous ayez envie d'apporter une autre corde à votre arc, alors vous allez adorer ma conférence. Ce sera aussi le moment pour me poser toutes vos questions. Donc comme on sera en direct, il y aura une bonne session questions-réponses à la fin. Pour ma part, je vous laisse. Je vous dis à dimanche prochain.